Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Gambard pour cette nouvelle saison. Alors on est heureux de vous retrouver ici pour la 10e saison, c'est l'anniversaire de Radio Gambard, on a une nouvelle équipe, l'anniversaire, plein de choses cette année, on en reparlera plus tard. Dans l'immédiat, on est avec deux invités, deux personnalités fribourgeoises. Je profite de dire que les certificats Covid ont été contrôlés, donc c'est pour ça qu'ils sont là sans masque. Donc voilà, on va commencer. Comme vous le savez déjà sûrement, le conseiller aux États actuel, Christian Levrat, a décidé de quitter le Conseil des États. Et c'est pour cela que nous nous trouvons aujourd'hui en présence des deux candidats qui souhaiteraient le remplacer, Madame Chassot du Centre. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Et Monsieur Ridoré du Parti Socialiste. Bonjour à toutes et à tous. Et donc je te laisse commencer avec les portraits. Alors, Karl-Alex Ridoré, natif de Fribourg de parents haïtiens, vous avez 49 ans, vous habitez à Villars-sur-Glâne et avez 2 enfants. Vous êtes préfet du district de la Sarine. Après vos années au Collège Sainte-Croix, où vous vous êtes lié d'amitié avec Alain Berset, vous avez passé votre doctorat en droit et votre brevet d'avocat. Vous avez travaillé à l'Office fédéral de la justice ainsi qu'au département fédéral de l'économie. En parallèle, vous avez aussi exercé la médiation et la gestion des conflits. Dans votre jeunesse, vous avez été scout, chanteur, pianiste et basketteur à Villars, champion sud junior. Aujourd'hui, votre rare temps libre vous voit volontiers chanter encore, écouter de la musique, faire du vélo électrique, mais aussi participer chaque année sous le déguisement de Balthazar à la fête des rois mages du Berotria. Est-ce que, M. Ridoré, le portrait vous convient-il ? Totalement. Très bien. Alors, en préparant cette émission, pour se démarquer des nombreux autres débats, nous allons orienter nos questions vers les collégiens et collégiennes. Donc, c'est pourquoi nous avons demandé d'apporter un petit souvenir, une anecdote de votre vie de collégien. Pouvez-vous la partager avec les étudiants et étudiantes ? Ah, je pensais que ce serait à la fin. Donc. Oui, d'emblée de jeu. J'étais donc au Collège Sainte-Croix en type A, latin, grec. On était très nombreux à l'époque, on était plus d'une vingtaine. Et donc tout le monde pensait que pour le voyage de bac, on allait aller à Athènes ou à Rome, enfin dans un lieu chargé d'histoire. On a fait un vote et à quasi-unanimité, on a choisi d'aller à Saint-Malo. Et c'est de loin le meilleur de nos souvenirs de bac. L'autre anecdote, elle date de la dernière année en 91. Il y avait eu, on était en pleine guerre du Golfe et tout à coup les sirènes au collège se sont mis à sonner. Et manifestement, dans la classe, on n'était pas trop des gens paniqués, quoi. Parce que personne n'a bougé, personne n'a rien fait. Et le plus flegmatique de tous, c'est baissé, il a ouvert son sac de sport, puis il a sorti un sandwich qu'il avait par hasard là me gardé pour la pause, mais c'était avant la pause. Puis il s'est mis à le manger. On lui a demandé, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Si on doit mourir, autant mourir le ventre plein. Très bien, alors merci beaucoup. Et vous, Madame Chassot ? Ce sont 2 anecdotes. J'ai aussi fait le Collège Sainte-Croix, comme Karl-Alex Ridoré. J'ai aussi fait le type A, comme lui, latin-grec. La différence, je pense que mon collège était encore sur 7 ans à l'époque. On y entrait à 12 ans et on allait jusqu'au bac. Je me souviens très bien, j'étais, je pense, en 2e année du Collège Sainte-Croix. C'est la rentrée. Nous arrivons à proximité du collège. On voit de grandes flammes, de la fumée et tout. C'était la Villa Saint-Jean qui brûlait. Et on nous a laissé aller devant et on nous a renvoyés à la maison. Et nous avons eu 1 semaine de congé supplémentaire. La rentrée a dû être retardée puisqu'il fallait ranger l'ensemble du bâtiment. Et la 2e anecdote, je ne sais pas si j'ose vraiment la dire dans le cadre scolaire, mais je vais le faire parce que c'était plutôt assez drôle. Nous étions effectivement latin-grec. Nous avions le vendredi matin 1 heure de cours, puis nous avions 2 heures qui étaient censées être le sport, mais nous n'avions pas encore vraiment de halle de sport, donc il fallait aller courir à l'extérieur. Nous n'étions que des filles, je précise encore, c'était encore cette époque-là, quelques années juste avant. Nous avions toutes trouvé un mot très savant pour les excuses qui s'appelait céphalgie. Je pense que les professeurs ont dû penser qu'on souffrait beaucoup de céphalgie, elles sont nombreuses dans la classe. Et en fait, nous le faisions parce que nos profs de latin et de grec nous rejoignaient à la pause et nous aidaient à faire nos exercices pour l'après-midi. Je veux juste dire qu'il y a des professeurs qui étaient d'avis qu'on pouvait aussi manquer l'un ou l'autre cours à l'époque. Je n'oserais plus le dire maintenant, mais je l'ai dit. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et encore une question pour vous, Monsieur Ridoré. Est-ce qu'en 1 minute, vous pourrez expliquer aux collégiens et collégiennes en quoi consiste le travail de préfet dans le canton de Fribourg ?
Alors, c'est quelque chose de très particulier. Il faut déjà dire que ça vient de France. C'est Napoléon qui a ramené ça en 1804 à travers l'acte de médiation. Ça a disparu plus ou moins dans tous les autres cantons, sauf quelques-uns. Et à Fribourg, avec une particularité, c'est que le préfet, c'est le représentant du gouvernement central, donc chez nous, le Conseil d'État, dans les différents districts. Mais chez nous, il est élu, alors que normalement, il est nommé. Et puis, il s'occupe absolument de tout. Ça va des constructions au permis de chasse, passant par les permis de construire. Les deux choses les plus importantes, à mon sens, c'est toutes les choses liées à la surveillance des communes. Si vous avez un recours à faire contre la ville de Fribourg, ça vient chez la préfecture. Et puis, c'est surtout les projets régionaux, donc tout ce qui est développement régional, aménagement régional, mobilité régionale. Très bien, merci beaucoup. Alors maintenant, Isabelle Chassot, on passe à votre portrait. Née à Morges en 1965, vous grandissez à Granges-Paccot. Maturité latin-grec obtenue au Collège de Sainte-Croix, vous devenez également avocate puis travaillez au sein de l'administration fédérale en tant que collaboratrice personnelle des conseillers fédéraux Kohler et Metzler. Conseillère d'État du canton de Fribourg dès 2001, vous renoncez en 2013 pour devenir directrice de l'Office fédéral de la culture, fonction que vous occupez toujours actuellement. Pour les collégiens et collégiennes de Gambart, on ne peut pas passer sous silence que c'est sous votre règne que le peuple fribourgeois a accepté de débourser près de 60 millions de francs pour rénover notre collège. Madame Chassot, même question que Monsieur Ridoré. Est-ce que le portrait vous convient-il ? Il manque une ou deux étapes professionnelles parce que j'ai eu la chance de travailler comme avocate également dans ce canton et j'ai également été députée au Grand Conseil. Mais effectivement, je suis très contente de revenir au collège de Gambart parce que c'est un très beau souvenir. Ce furent d'abord de très nombreuses séances aussi de préparation de commissions de bâtisse et j'espère surtout que le bâtiment vous convient aux élèves. Très bien, merci beaucoup. Et qu'est-ce que fait au quotidien en fait une directrice de l'Office fédéral de la culture en Suisse ? Une directrice de l'Office fédéral de la culture, comme son nom l'indique, d'abord elle dirige un office, donc ce qui est important c'est ce que fait l'office. L'office a des responsabilités pour la coordination de la politique culturelle dans notre pays. Il a la responsabilité en particulier pour la politique du cinéma, pour celle du patrimoine, pour la question des langues, pour la question de la bibliothèque nationale, pour tout ce qui touche, si vous voulez, la dimension supracantonale pour la culture. La culture relève de la compétence des cantons, mais dès que cela dépasse ce stade-là, c'est à l'Office fédéral de la culture. Nous sommes également responsables de la question du positionnement de la Suisse sur le plan international. Donc, les négociations avec l'Union européenne sont aussi sous notre responsabilité. Et puis, de ce point de vue-là, il y va à la fois de la préparation des bases de décision pour le Conseil fédéral et le Parlement. On aura peut-être l'occasion d'en discuter. Nous avons passé hier au Parlement, nous étions très contents, la loi sur le cinéma avec la question Netflix. Les jeunes sont d'un autre avis. On aura peut-être l'occasion d'échanger à ce sujet également. Et puis nous préparons aussi, de ce point de vue-là, aussi toutes les séances intercantonales les plus importantes. Très bien, merci beaucoup. Du coup, je vais faire le sommaire de l'émission maintenant. On va commencer simplement avec quelques questions à l'un, à l'autre, mais chacun aura l'occasion d'y répondre aussi. On aura après deux jeux, le qui suis-je et le c'est qui a dit quoi. On reviendra après. Et à la fin, le public aura la possibilité de poser ses questions. On répondra aussi à des questions qu'on nous a posées sur Instagram. On vous les lira et vous pourrez y répondre. Et des micro-couloirs qui ont été enregistrés aussi à Gambart. Voilà. Très bien. Alors, comme Gabriel l'a dit avant, nous allons vous poser des questions d'ordre général. Elles s'orientent vers l'un ou l'autre, mais chacun peut y répondre et ou compléter. Donc, Madame Chassot, pourriez-vous expliquer à notre public de collégiens et collégiennes quelle est votre motivation à remplacer Monsieur Levrat ? Ma motivation à remplacer Monsieur Levrat est née en fait de la crise du Covid. Vous avez mentionné tout à l'heure, effectivement, j'ai quitté le Conseil d'État en 2013 pour me diriger vers l'Office fédéral de la culture, en sachant aussi que la limite de fonction d'une conseillère d'État, c'est 15 ans. Et j'étais dans ma 13e année à ce moment-là. Je me suis dirigée vers l'Office fédéral de la culture parce que ce que j'aime, c'est la res publica, c'est le service au public, c'est le service à la collectivité en tant que tel. La crise du Covid m'a démontré avec force que tout peut changer très rapidement, qu'il n'y a plus vraiment de linéarité dans nos existences, mais surtout que si l'on veut être partie prenante, il faut aussi pouvoir participer à l'ensemble des discussions. Bon, j'ai très bien vécu, je le dis aussi, la première vague de la crise du Covid. Il y avait une grande solidarité. On arrivait, je crois, assez rapidement, l'ensemble des partis se mettent d'accord. C'était beaucoup plus difficile, je le dis en toute simplicité pour moi, notamment comme directrice de l'Office fédéral de la culture, alors que nous avions besoin de soutien pour les artistes et les institutions culturelles, d'assister à des discussions très compliquées au Parlement où chacun se battait contre tout le monde. Cela m'a donné l'envie de retourner dans l'arène politique et pas seulement de préparer aussi les bases de décision.
Mais en fait, c'est la démission de Christian Levrat, parce que ça m'a démontré aussi que lui aussi pensait que les choses pouvaient changer extrêmement rapidement, puisqu'il indiquait vouloir se diriger vers le Conseil d'État. Et j'étais très surprise, je pense, comme beaucoup de monde, à l'annonce de sa candidature. Et lorsque mon parti m'a abordé pour me demander si je pouvais envisager une candidature, j'ai d'abord demandé un délai de réflexion, parce que il y a quand même aussi pour moi la question de dire comment la politique se fait aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie aussi pour mes engagements, quelle est aussi la motivation que je souhaite avoir. Une fois que j'ai résolu ces questions, j'ai accepté de le faire. J'ai accepté de le faire parce que j'ai envie de nouveau de participer plus au débat politique, j'ai envie de représenter à nouveau Fribourg, ce canton que j'aime tellement dans sa diversité. Je pense pouvoir être un trait d'union et je pense qu'il faut participer au débat si l'on veut aussi pouvoir changer les choses. Merci beaucoup. Et même question, Monsieur Ridoré. Alors, vous l'avez évoqué au passage dans ma biographie, en fait, j'ai commencé mon activité professionnelle plutôt sur des thématiques nationales, voire internationales, dans le domaine des droits de l'homme, du droit militaire et du droit européen notamment. J'ai adoré cette période. J'ai aussi été plusieurs années membre de la commission fédérale d'admission au service civil. Puis à un moment, j'ai ressenti le besoin de revenir plus vers des thèmes de proximité, d'être plus proche du terrain, de la réalité de monsieur et madame tout le monde, de mettre plus les mains dans le cambouis. Et c'est ce qui m'a poussé justement à revenir faire mon brevet d'avocat à Bulle. Puis, j'étais déjà membre du conseil général de Villars-sur-Glâne, député, et c'est là que j'ai fait la candidature pour la préfecture. Pendant 13 ans, ça a été extraordinaire. C'est une fonction absolument géniale qui m'a donné justement ce que je cherchais, cette expérience de terrain. Et puis maintenant, après 13 ans, j'ai envie de faire la connexion en fait, entre les deux, entre cette expérience de la vie de tous les jours, dans tous les domaines d'activité de la société, et justement mon expérience passée au niveau national et de servir à nouveau mon pays, et en particulier à la Chambre des cantons, qui est justement celle où on représente plus particulièrement notre canton. Et c'est vrai que j'ai une tendresse particulière pour le canton de Fribourg. Monsieur Ridoré, alors Madame Chassol l'a évoqué avant, beaucoup de gens se sont sentis trahis par la décision de Monsieur Levrat de quitter le Conseil des États sans se présenter comme il l'avait annoncé au Conseil d'État pour aller présider la poste. Est-ce que c'est votre cas ? Trahi, c'est un mot trop fort pour moi. Je fais partie des gens qui ont été déçus. C'est vrai qu'on imaginait, on espérait tous, j'ai envie de dire, qu'on soit de gauche ou de droite d'ailleurs, quelles que soient les orientations politiques, beaucoup de gens attendaient de M. Levrat quelque chose, ça va être quelque chose de l'ordre du souffle ou à réinjecter dans la politique cantonale et au Conseil d'État en particulier. Donc de ce point de vue-là, c'était effectivement une déception. À passer la surprise, j'ai compris son choix. Je n'enlève pas la partie regret, mais je la comprends. Et je pense que c'est aussi très bien en fait, pour le canton de Fribourg. On a eu la chance par le passé, on continue maintenant à avoir la chance d'avoir des personnalités fribourgeoises très en vue, qui émergent au niveau fédéral et qui reprennent des postes à responsabilité. Ça a été le cas avec Urs Schwaller, ce sera le cas maintenant avec Christian Levrat, c'est le cas au CFF avec Vincent Ducrot. Et on a comme ça régulièrement des personnalités fribourgeoises qui sont au niveau fédéral. Et je pense que pour le canton de Fribourg, c'est un plus. Et pour le service public en particulier, c'est bien de ça s'il s'agit, d'avoir une personne comme M. Levrat qui a l'expérience fédérale, l'expérience stratégique, politique, mais aussi, il a un passé syndicaliste au syndicat de la communication, l'expérience aussi du terrain, des travailleuses, des travailleurs. Je pense que c'est la personne qu'il nous faut pour relever les défis très compliqués qui attendent la Poste ces prochaines années. Très bien. Et vous avez évoqué avoir été surprise, vous avez quelque chose à rajouter à ce propos ou... Si je peux rajouter quelque chose, oui. J'ai été surprise, effectivement, parce que c'est une expression qu'a employée tout à l'heure Karl-Alex Ridoré. Il avait dit qu'il voulait mettre les mains dans le cambouis cantonal. Et je ne cache pas, moi, je m'en réjouissais aussi parce que je trouvais important qu'une personne qui a une aussi vaste expérience fédérale puisse le faire. Ça a été surtout une surprise très importante. Et puis, je crois qu'on peut aussi raconter un peu des anecdotes. Moi, j'ai reçu un téléphone ce matin-là de la chef du groupe du Centre pour toute autre chose. Ça concernait un objet de la commission dans laquelle je devais aller la semaine suivante. Puis elle me dit, as-tu vu les titres du Blick ? Christian Levrat va à la Poste. Puis j'ai dit, mais pas du tout, il va au Conseil d'État. Puis ils m'ont dit, non, il va à la Poste. Puis j'ai dit, mais écoute,
je suis vraiment un tout petit peu surprise, c'est pas du tout ce qui est prévu. Puis il m'a dit, si, ça se dit partout. Ce que je dis, l'anecdote, c'est qu'elle est alémanique et je lui ai dit, ça va être le Pecci à Fribourg. Et elle m'a dit, c'est quoi le Pecci? Puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un mot que nous, fribourgeois, nous employons, mais qu'un alémanique qui même parle très bien le français ne comprend pas nécessairement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, ça a redistribué toutes les cartes aussi, en particulier pour le Parti socialiste. Mais le choix de Christian Levrat à la tête de la Poste est un bon choix. C'est un bon choix pour le canton, c'est un bon choix aussi pour la Poste. Les défis auxquels il devra faire face sont nombreux, et en particulier ceux qui sont liés au service public. Et moi, je partage l'avis que c'est important d'avoir quelqu'un qui comprend aussi le fonctionnement du politique, parce que c'est une question qui avait été beaucoup abordée. C'était très critiqué dans les journaux alémaniques, sa nomination, en disant on a mis un politicien à la tête de la Poste. Et je trouve que la réflexion qu'il fallait se faire, c'est on a un directeur de la Poste qui est, lui, dans l'opérationnel, les éléments, mais pour la stratégie et notamment toute la question qui concerne aussi le développement de la Poste, notamment la question aussi du service universel qui nous concerne toutes et tous dans ce pays, je trouvais que c'était un choix adéquat. On ne peut pas faire les deux à la fois, c'est un tout petit peu dommage. Merci beaucoup Isabelle Chassot. Alors, le canton de Fribourg est souvent perçu comme une passerelle entre la Suisse romande et la Suisse allemande. Au-delà de ce cliché, comment pensez-vous que Fribourg puisse jouer un rôle central aux chambres fédérales? Qu'en pensez-vous, monsieur Ridoré? D'abord, j'aimerais revenir sur la question du cliché. Alors oui, on dit que c'est un cliché parce qu'on l'entend toujours. Mais en fait, l'histoire, elle va dans l'autre sens. C'est-à-dire, on l'entend toujours parce que c'est vraiment comme ça et que ça fait vraiment du sens. Donc ce n'est pas juste un slogan, quelqu'un, une fois, c'est un spécialiste en publicité s'est levé et a dit on va faire ça. C'est que vraiment, on a une entité qui se trouve à cheval comme ça entre deux des plus grandes langues, cultures européennes. Hein. C'est ici que se fait la rencontre entre le monde germanique et le monde francophone. Et cette habitude qu'on a de toujours côtoyer, collaborer quelqu'un d'une autre langue, d'être des fois soi-même dans la minorité, d'être des fois soi-même dans la majorité, ça fait que, et ça depuis tout petit jusque tout élevé, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais typiquement au collège, il y avait des francophones et des germanophones, à l'université aussi, enfin dans tous les moments de la vie. Et cette habitude là, elle fait qu'on a une conscience et une attention à l'autre qui est peut-être plus particulière que ce que pourrait y avoir, alors je ne dis pas que ce n'est pas possible pour un Genevois ou un Vaudois, mais disons qui est plus répandu et qui est plus spontané. Et c'est ça qui fait que collectivement, individuellement et collectivement, on a plus facilement ce réflexe de se préoccuper, de dire, OK, et si je me mettais du point de vue inverse, qu'est-ce que ça donnerait? Et donc, dans la recherche notamment de compromis à l'échelle fédérale, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et évidemment que et ça, je pense que c'est valable tant pour Mme Chassot que pour moi-même, quel que soit celui ou celle des deux qui sera élu, c'est quelque chose auquel nous aurons à cœur. Mme Chassot, est-ce que vous êtes de cet avis aussi? Ruth Dreyfus emploie une expression lorsqu'elle parlait de la question des langues dans notre pays en disant que Fribourg est à la couture des langues. Et moi, je préfère vraiment cette expression à celle de dire c'est le fossé qui passe par Fribourg. Et je crois qu'on a bien compris ce qu'est aussi ce canton pour la Suisse, c'est avoir la possibilité dans une même collectivité, dans une même communauté, d'intégrer deux communautés linguistiques qui sont aussi des communautés culturelles, parce qu'une langue est aussi une culture, parce qu'il y a aussi derrière un monde, et un monde aussi de pensée, un monde aussi de représentation. Et cet élément-là me paraît vraiment essentiel de ce point de vue-là aussi. Et c'est pourquoi aussi les Fribourgeois sont appréciés dans la Berne fédérale, parce qu'ils arrivent à faire cette synthèse aussi dans la discussion et dans l'explication de comment l'autre voit le monde, aussi toujours, pour expliquer aussi pourquoi probablement il a des idées aussi un peu différentes, et ça concerne tant le rôle de l'État que le lien à l'autre dans notre société. Moi, je suis toujours très surprise, je le dis comme ça, parce que nous avons une certaine évidence dans le canton de Fribourg, et si nous avons par exemple des collèges bilingues, c'est aussi pour cela. Il y avait une fois une discussion, juste pour refaire un peu l'histoire, et ça m'intéresserait aussi un peu une fois à ce que les collégiens en pensent. À un moment donné, il y avait une proposition de mesure d'économie pour l'enseignement du secondaire 2, qui était de faire un collège uniquement germanophone, comme on l'a en Valais, par exemple, où ils ont canton bilingue, mais ils ont un collège uniquement germanophone à Briques, et des collèges francophones à Sion et à Saint-Maurice en particulier.
Et cette question, évidemment, on fait des économies avec ça, parce que d'avoir des classes bilingues, ça veut dire des effectifs un peu différents, etc. Mais ça n'a jamais vraiment passé la place du Grand Conseil. Je m'en suis beaucoup réjouie, parce que je trouve très important qu'on apprenne à vivre les uns avec les autres. On est, de ce point de vue-là, je dis une sorte de petite Suisse, et un exemple qu'il faudrait suivre également. Mais ça ne se passe pas sans friction. Mais je crois que les Fribourgeois savent faire face à ces frictions, savent discuter les uns avec les autres. On peut prendre un autre thème d'actualité. C'est pour ça que toute la question pour la fusion du Grand Fribourg, moi, ça me frappe que ça vienne sur cette question, notamment de l'usage de l'allemand dans le Grand Fribourg, alors qu'il faudrait vraiment y voir une chance pour encore améliorer la compréhension entre les communautés. Peut-être, si je peux appondre. Évidemment, moi, comme préfet de la Sarine en particulier, c'est une question à laquelle j'ai été encore plus particulièrement confronté, vu que c'est un des districts qui a le centre cantonal et qui a cette frontière des langues. Mais j'aime bien effectivement cette idée de couture plutôt que de frontière. Et puis, j'ai toujours adoré la symbolique qu'il y a derrière le mot Sarine, en fait. La Sarine prend sa source au col du Sanetsch, donc en Valais, et il passe par 4 cantons, mais en fait, il ne passe pas, Valais, Vaud, Berne, Fribourg, mais il ne passe pas en marquant la frontière entre les langues, il passe en traversant la frontière et en faisant le lien justement d'un côté et de l'autre. Et je trouve cette symbolique très, très belle et très propre de ce qu'on doit essayer de faire, qui va probablement dans l'idée qui était évoquée tout à l'heure de réunir, alors avec des difficultés. Et puis, évidemment, à Berne, ce sera un des enjeux, notamment le soutien au bilinguisme. On sait qu'effectivement, on a tous de plus en plus la pression de dire on va travailler plutôt avec l'anglais. C'est effectivement quelque chose qu'on doit faire, c'est quelque chose qui est important. Moi, je crois beaucoup à la cohésion nationale et je crois qu'elle passe aussi par la poursuite de cette compréhension et de cette connaissance de l'autre, aussi à travers sa langue. On a les deux fait des spécialisations au collège plutôt effectivement dans le domaine des langues, certes des langues anciennes, mais moi, ça m'a vraiment apporté une connaissance plus profonde de la culture et de la compréhension de comment est-ce qu'on peut réfléchir autrement au même type de situation. Et ça, pour moi, c'est une valeur qui aide ensuite à créer cette cohésion nationale. Très bien, merci beaucoup. Alors maintenant, justement, Madame Chassot, vous avez dit que vous aimeriez bien avoir l'avis des collégiens, donc on va poser les questions au public. Voilà. C'était... Que pensez-vous d'un collège qui serait uniquement de langue allemande et les collèges de langue française et qu'on les répartisse sur les collèges? C'était des mesures d'économie qui étaient proposées, je vous le signale. Ce n'est pas complètement abstrait. Bonjour. Je m'appelle Amélie Kadi et je suis actuellement en dernière année en classe bilingue. Et justement, pour répondre à votre question, si on devait séparer, si c'était bien de séparer les collèges germanophones et francophones, je suis de votre avis parce que je pense que justement au niveau social, c'est quelque chose qui est assez enrichissant. En tout cas en classe bilingue aussi, on essaie de passer ce pas de la langue et de connaître d'autres personnes, même s'il y a cette barrière justement de la langue. Et c'est quelque chose de bien. Et je pense que justement, on a un canton bilingue et je vois pas pourquoi on devrait forcément séparer les collèges. Ça marche très bien maintenant. Et je trouve que ce serait pas forcément justifié de séparer les collèges. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Alors, quelqu'un d'autre veut réagir à la question? Sinon, j'ai encore une autre question, je peux la poser, qui concerne aussi la question des langues, parce que c'est aussi un autre thème. Qu'est-ce que vous penseriez d'une... Moi, je suis contre, comme ça, vous savez, comme ça, vous pourrez me critiquer si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Une maturité bilingue, français-anglais ou allemand-anglais. Parce que vous avez, dans de nombreux autres cantons, la majorité des cantons de ce pays, malheureusement, c'est une maturité bilingue qu'ils offrent. Et moi, je prône toujours encore l'importance d'une maturité bilingue dans les langues nationales. S'il y avait une maturité bilingue avec l'anglais, est-ce que vous le feriez plus facilement que celle avec l'allemand, si vous êtes francophone, ou avec le français, si vous êtes germanophone? Alors, moi, je me présente. Je m'appelle Laurie Siro. Je suis aussi en dernière année de collège dans la classe bilingue. Je suis dans la classe parallèle. Et puis, pour répondre à votre question, moi, je ne suis pas très fan du concept
d'intégrer la langue anglaise dans la maturité, parce que je trouve qu'aujourd'hui encore, on a un peu de mal quand même à communiquer déjà entre les deux bords, entre la Romandie et puis la Suisse-Alémanie. Donc je trouve que déjà là, si on veut progresser, si on rajoute après l'anglais, ça risque de complexifier un peu les choses. Et je pense que comme c'est une langue déjà internationale, il y aurait beaucoup de gens qui s'y mettraient dans une maturité peut-être français-anglais ou allemand-anglais. Et du coup, il y a l'autre langue qui est l'autre langue nationale qui est écartée un peu. Et je trouve pas forcément très avantageux pour la communication chez nous, en fait, parce que moi, je trouve que français-allemand, c'est très important, enfin, de comprendre son voisin, en fait. Aujourd'hui, je trouve un petit peu plus important qu'international, parce que si on veut avancer, c'est déjà mieux d'avancer chez nous, en fait, plutôt qu'après, au dehors. Pour rester dans le même thème, j'aurais aussi une question. Le 26 septembre prochain, vous le savez, on vote aussi sur la fusion du Grand Fribourg, la poursuite du processus. Et là-dedans, la question de la langue ou des langues officielles de la future commune est aussi un thème. Vous, d'après votre ressenti, votre réalité, votre manière de voir le monde et Fribourg, pour vous, le Grand Fribourg, s'il fusionne, il doit être bilingue ou il doit être avec une seule langue, et si oui, laquelle? Là aussi, alors je donne mon avis personnel. Pour moi, l'idéal, ce serait effectivement une commune officiellement bilingue. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Alors bonjour, je m'appelle Audrey Deveau, je suis aussi du coup en classe bilingue. Du coup, je pense que c'est vraiment important de garder le bilinguisme dans le canton et du coup dans cette commune, parce que je trouverais personnellement dommage qu'une des deux langues soit privilégiée par rapport à l'autre. Parce que déjà, les germanophones, quand ils viennent sur Fribourg, dans les magasins ou comme ça, la première langue qu'on leur parle, c'est le français. Et du coup, je pense que c'est important qu'ils puissent s'exprimer dans leur langue maternelle. Donc vraiment, ce bilinguisme, essayer de le maintenir et de même le faire grandir, en fait. Je trouverais ça nécessaire. Madame Chassot, le Conseil fédéral a décidé récemment d'abandonner les négociations pour instituer un accord cadre avec l'Union européenne. En matière de formation universitaire et de recherche, c'est une catastrophe. Vous imaginez bien que pour notre public de collégiens, c'est une réelle inquiétude. Est-ce qu'on pourra toujours fréquenter des universités à la pointe, participer à des programmes de recherche ambitieux, faire des échanges Erasmus, etc. Est-ce que vous pensez que le Conseil fédéral ait agi correctement sur ce point? Bon, le Conseil fédéral était face à une situation où il n'y avait plus du tout d'appui à l'accord 4 dans la majorité des partis, puisqu'il y avait de fortes pressions pour l'abandonner et si vous voulez avancer, il faut une majorité. Là, il n'y en avait pas. Donc, il était d'avis qu'il allait dans le mur de ce point de vue-là. Une des problématiques, si je peux me permettre, vous parler évidemment des échanges Erasmus. Il y a toute la question de la recherche et de l'innovation. Il y a la question de la culture. Nous étions aussi dans une négociation pour un accord culture pour faciliter aussi les échanges dans ce domaine-là. Et tout a été mis fin. Donc l'Union européenne a évidemment immédiatement cessé toutes les discussions. Et la problématique, c'est qu'en fait, c'est la Suisse qui a proposé l'accord cadre comme une solution un peu globale pour encadrer l'ensemble des accords que nous avons avec l'Union européenne. Et ça, on peut le comprendre parce qu'il s'agissait de les mettre dans une forme de stabilité et puis de leur donner aussi la possibilité de s'adapter. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'accord cadre, nous avons des Européens pour lesquels nous ne sommes pas la priorité à l'agenda. Et pour répondre à votre question, oui, moi je me fais beaucoup de soucis, en particulier pour les échanges Erasmus, pour la recherche. On pourra continuer à faire la recherche parce que la Suisse financera une série des éléments, mais il nous manquera l'accès au réseau, il nous manquera l'accès aux plateformes où on en discute, il nous manquera aussi le fait d'être un peu privilégié. On est devenu ce qu'on appelle un État tiers, on est moins bien traité que d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne non plus. J'espère simplement, je le dis, que ce thème va revenir tout de même sur la table, qu'on attend maintenant du Conseil fédéral et du Parlement ensemble une stratégie qui va nous permettre peut-être de trouver l'œuf de Colomb. Voilà. Mais pour ça, il faut être deux pour négocier autour de la table. Et si l'Union européenne ne veut plus revenir autour de la table, ça va être un peu compliqué. Mais du coup, quelles mesures vous envisageriez de proposer à vos collègues du Conseil des États si vous étiez élu? La première mesure, c'est effectivement, et c'est pour ça si on est membre de la Commission de politique étrangère, c'est effectivement, vous pouvez essayer de proposer un mandat que le Conseil fédéral doive poursuivre aussi les négociations et les reprendre.
Pour autant, je le dis que l'Union européenne veut bien le reprendre. Puis après, il y a des mesures urgentes qu'il faut immédiatement mettre en place, c'est-à-dire qu'il faut augmenter les moyens mis à disposition pour les solutions, ce qu'on appelle, ça devient un peu technique, mais je veux juste l'expliquer. Vous participez à un pot commun avec l'Union européenne quand vous êtes dans le domaine de la formation, c'est-à-dire que vous financez votre participation comme vous la financez pour les échanges. Si vous n'êtes plus dedans, vous devez faire ce qu'on appelle des mesures autonomes, c'est-à-dire que vous faites vous-même une règle et vous les financez comme si vous étiez l'Union européenne quand vos jeunes quittent pour aller à l'étranger ou quand ils reçoivent des jeunes Européens en Suisse. Ça va dans les deux sens aussi. Mais là, évidemment, il faut mettre un paquet de moyens relativement importants. Et puis, il faut encourager notamment toutes les hautes écoles, mais aussi les collèges, parce que les échanges valent aussi pour les collèges, pour les aider aussi à organiser les échanges, parce que ces échanges vont se faire de 1 à 1. C'est-à-dire que chaque université va devoir conclure elle-même des accords avec des universités à l'étranger pour pouvoir garantir des places aux étudiants. Et là, c'est une question de financement. Il faut leur donner les moyens pour le faire et il faut augmenter l'enveloppe prévue pour cela. C'est l'enveloppe qu'on appelle formation, recherche, innovation. Très bien. Monsieur Ridoré, vous êtes d'accord avec ça ou... Oui, moi, cette situation me navre, d'autant plus que j'ai terminé mon collège en 91. Je fais partie de la génération de jeunes étudiants qui ont vécu le non à l'EE. Et puis, il me semble que ça fait 30 ans maintenant qu'on recherche justement cette stabilité, cet accord cadre, cette stabilité qui est tellement importante pour nos institutions. J'ai fait mon université ici avec une mention, avec un approfondissement dans le droit européen. Ça m'a beaucoup intéressé. J'ai fait ensuite une thèse dans la libre circulation des personnes. J'ai travaillé aussi ici à l'Institut de droit européen. Et déjà à l'époque, on travaillait justement à trouver comment trouver d'une part cette stabilité, mais aussi à pallier le fait qu'on ne l'avait pas. Et j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans la même situation maintenant. Moi, ce que je regrette beaucoup dans la décision du Conseil fédéral, c'est le caractère unilatéral. Alors, comme tous les observateurs, je vois bien effectivement qu'il manquait de soutien politique suffisant pour pouvoir vraiment faire triompher les négociations. Mais de là à unilatéralement sortir de ces négociations, ça donne un prétexte à l'autre partie pour dire, bon, bah, écoutez, c'est comme ça, débrouillez-vous tout seul. Et je crois que maintenant, il y a vraiment un exercice de rétablissement de la confiance qui doit être fait. Ça passe d'abord par le paiement de ce milliard de cohésion. Et puis, ça passe de nouveau, comme à l'époque post-et, par probablement un exercice autonome d'adaptation du droit suisse. C'est-à-dire, regarder un petit peu là où il y a des obstacles techniques qui n'ont pas vraiment de sens ou d'importance particulière pour éviter que toutes nos industries qui travaillent pour l'exportation, qu'elles soient inutilement pénalisées dans leurs échanges avec l'Europe. Et sinon, comme ça a déjà été dit, travailler sans relâche à essayer de garder ou de revenir le mieux possible dans tous ces accords de collaboration, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau de l'innovation, que ce soit au niveau de l'enseignement et aussi de la formation professionnelle. Alors, Monsieur Ridoré, vous qui êtes préfet, l'actualité récente et aussi dans le canton de Fribourg, a évoqué des condamnations des militants du climat. Pensez-vous que dans un tel cas, la désobéissance civile soit légitime et que les auteurs des actes doivent être disculpés ? C'est une excellente question. Je pense qu'on est dans des situations où chacun a un rôle à jouer qui n'est pas forcément le même et que s'il décide de le jouer, il doit le jouer correctement et l'assumer. On est dans un état de droit, il y a des règles, elles valent pour tout le monde. Et puis, si on n'est pas d'accord avec les règles, il y a des processus démocratiques pour les faire changer. Et sinon, si on enfreint une règle, il faut accepter qu'il y a une condamnation. Il peut y avoir des situations dans lesquelles notre conscience nous dicte de faire intimement autre chose que ce qui est prescrit par la règle. Je citais tout à l'heure le fait que j'ai travaillé plusieurs années dans la Commission fédérale d'admission au service civil. J'ai moi-même fait aussi du service civil, d'abord le militaire, mais ensuite du service civil. J'ai beaucoup travaillé avec ces questions de conflit de conscience. C'est quelque chose auquel je suis sensible. Mais je pense que ce serait trop facile de dire simplement
parce que je suis pour le climat, je n'ai pas à être jugé. Ben, si, il y a des règles. Et puis, ma foi, personnellement, quand j'ai voulu faire mon service civil, pour faire le parallèle, à un moment, ça n'a pas été accepté du premier coup. J'ai accepté de refaire un cours de répétition supplémentaire. Mais comme c'était tellement profond, j'ai refait une demande de reconsidération. Et à force de détermination, je l'ai obtenue. Et je pense que c'est cette détermination et cet engagement, cette ténacité pour la cause à laquelle on croit, en l'occurrence le climat, qui doit être le moteur et pas tellement d'ergoter pour savoir est-ce que je dois être jugé ou je ne dois pas être jugé. Et êtes-vous également de cet avis, Madame Chassot? Je trouve que dans une démocratie, l'indépendance de la justice est un bien extrêmement important. On le voit dans d'autres États qui ne le connaissent pas. Et la justice, dans ce cas-là, a dit le droit. Le droit tel qu'il est aujourd'hui est fait. C'est remonté jusqu'au tribunal fédéral. On a aussi des règles pour contrôler aussi la justice. Mais une fois que le droit a été aussi prononcé, il faut passer par la voie de modification du droit. Si on pense que ce droit n'est pas juste. Et c'est ce qui s'est passé dans notre pays quand les mentalités ont évolué sur un certain nombre de sujets. On peut parler du service civil, parler aussi d'autres thèmes de ce type-là. Donc de ce point de vue-là, je trouve que de critiquer la justice parce qu'elle a rendu cette décision, ça n'est pas le bon chemin. Peut-être aussi, parce que ça a un lien probablement avec nos engagements respectifs à Mme Chassot et moi-même. Dans le fond, que ce soit quand j'étais au Conseil général, enfin, je ne vous ai pas dit comment je suis rentré en politique. Peut-être je prends 2 minutes pour ça, passer un lien avec la question. J'ai passé une bonne partie de la fin des années 90 à pester le matin en ouvrant le journal ou le soir en écoutant Forum. Il y avait déjà Forum, mais c'était une autre formule de Forum à la radio, enfin, etc. Et puis il y avait des choses que je trouvais pas justes, pas correctes, et ça m'agaçait. Mais d'un autre côté, ça m'allait contre l'idée de rentrer dans un parti. Et j'ai mis des années à faire le pas de m'engager. Et puis je l'ai fait en 2001 au Conseil général. Et là, j'ai appris justement toute la vertu de cet engagement de base démocratique à travers le Conseil général, ensuite le Grand Conseil, la préfecture, je l'espère le Parlement fédéral. Et puis oui, c'est plus lent que ce qu'on aimerait. Mais je crois vraiment à la res publica dont parlait Isabelle Chassot. Je pense qu'on a ça en commun, cet amour de la chose publique qui fait que même si c'est long, même si c'est lent, même si ça passe par des échecs, il y a un de nous deux, le 26 septembre, qui ne sera pas élu, ben voilà, ben on ne compte pas nos heures, on ne compte pas notre temps, on ne compte pas notre énergie, on participe à tout ça. Et je pense que la cause du climat, elle mérite aussi qu'effectivement cet engagement, il passe aussi par cet engagement à faire changer les règles sur la durée. Madame Chassot, pour vous, quelle est la place des femmes dans la société actuellement? Si vous posez la question comme ça, je crois qu'il faut prendre les thèmes, si je peux pas, les uns après les autres. Si vous prenez sa place, je dis comme ça, dans l'ordre légal, soit la question de l'égalité, en fait, sous le plan légal, elle est là. Mais la réalité est évidemment encore très différente et c'est là-dessus qu'il faut se battre. Il faut se battre sur le terrain, sur les questions de réalité. Il y a la question d'abord de l'égalité des salaires. Moi, je suis très sensibilisée à cette question. Je le suis d'autant plus que je suis dans un office qui est extrêmement féminisé. Nous sommes 60% de femmes à l'Office fédéral de la culture et que nous passons depuis plusieurs années, il y a un système qui maintenant est imposé aussi aux entreprises de contrôler les questions d'égalité. Et en fait, on a constaté que chez nous, c'était les femmes qui étaient un tout petit peu favorisées par rapport aux hommes, mais nous sommes dans le service public, donc c'est clair qu'ici, l'égalité des salaires est une nécessité. Mais c'est même pour dire que ça a peut-être même joué dans l'autre sens également. Mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas du tout la réalité du terrain des entreprises. Donc là, il y a évidemment encore aussi des efforts qui portent cette fois aussi sur le contrôle, on a parlé avant, et maintenant on a les moyens pour faire également contrôler ces questions d'égalité. Et moi, ça me tient à cœur qu'effectivement on puisse le faire. Puis après, il y a une vraie réalité sociale sur laquelle il faut agir encore, c'est à savoir que les femmes, aujourd'hui encore, assument des doubles, voire des triples rôles. Elles sont à la fois sur la place de travail, elles sont à la fois à prendre en charge les questions aussi ménagères, et c'est elles qui assument quand même encore la plus grande partie de la question de l'éducation des enfants. Et là, c'est des changements de mentalité qu'il faut aussi mettre en place pour aussi des questions de partenariat. Et je trouve que là-dessus, il faut beaucoup travailler.
50 ans de droit de vote des femmes, on n'a pas atteint non plus l'égalité sur le plan de la représentation des femmes en politique. Nous sommes à 40% à peu près au Conseil national, nous ne sommes pas encore à 30% au Conseil des États. Mon élection permettrait d'atteindre le 30% que prônent les organisations féminines. Et la question de la représentation des femmes a été pour moi toujours un enjeu. Moi, je suis entrée, si je peux dire, dans le cursus politique en présidant la commission cantonale, elle s'appelait encore pour les questions féminines dans le canton de Fribourg, c'était en 91. On faisait une campagne qui s'appelait « Prenez place, mesdames » parce qu'il y avait moins de 20% de députés au Grand Conseil à l'époque. Et vous pensez quoi des écoles qui rédigent des règlements très précis en matière vestimentaire, à l'instar de certains collèges valaisans? Je suis opposée aux règlements trop précis parce que je pense que ces questions sont des questions qui doivent être d'abord discutées avec une participation des élèves également. Ça me paraît extrêmement important. Et je me méfie toujours des règlements trop précis parce que d'abord, dans la règle, on oublie peut-être aussi l'essentiel qui est d'abord le bon sens, mais aussi les valeurs que l'on veut aussi défendre et arriver à défendre. Et je trouve que dans les collèges fribourgeois, on est arrivé à de meilleures solutions. Monsieur Ridoré, qu'en pensez-vous? Quand je travaillais à l'Office fédéral de la justice, j'avais été choqué. Il y avait eu le changement de loi sur le personnel de la Confédération, 1er janvier, et puis il s'est passé ce qui se passe normalement jamais. En Suisse, on n'a pas l'habitude de parler salaire entre collègues. Mais là, comme il y a un changement assez fondamental pour tout le monde s'est mis à parler. J'étais donc à l'Office fédéral de la justice. On était dans la division affaires internationales, on s'occupait notamment de droits humains, de questions comme ça. Et tout à coup, on s'est rendu compte, en discutant à la pause, que systématiquement, tous les hommes, on était en classe 26, et systématiquement, toutes les femmes étaient en classe 24. La Confédération, ça date un peu, mais on sait que les études montrent que jusqu'à présent, y compris dans le service public, il y a des écarts qui peuvent aller jusqu'à 20% encore actuellement. Et ça, effectivement, il y a l'égalité au niveau de la Constitution, au niveau de la loi, mais au niveau du terrain, au niveau des pratiques, il y a encore un énorme travail à faire. C'est pour ça que, personnellement, je suis pour le maintien encore de programmes de promotion de l'égalité. Alors, hommes-femmes en particulier, vu le thème dont on parle, mais évidemment, tous les types d'égalité également. Et puis, pour ce qui est de la question, enfin, d'autant plus que ces questions d'inégalité salariale, elles se reportent ensuite au moment de la retraite. Si vous avez eu moins de salaire, 20% de moins de salaire que votre collègue pendant votre vie active, vous avez aussi moins cotisé et du coup, vous êtes aussi pénalisé au moment du départ à la retraite. Si vous avez des temps partiels plutôt que des temps pleins, vous êtes aussi pénalisé. Et ça, effectivement, c'est un des points qui va nous préoccuper durant les prochaines législatures, auxquelles je serai très attentif. Et puis pour ce qui est de la question des réglementations, pour le code vestimentaire, je fais aussi partie des gens qui disent de faire attention. Alors, il faut agir, il faut traiter la question, je crois que c'est fait, mais effectivement, ça ne peut pas se faire autrement pour moi qu'en partenariat. Et puis on aura peut-être même l'occasion, enfin un de nous deux aura l'occasion aussi au Conseil des États de se poser la question du code vestimentaire, parce que vous savez peut-être qu'au Conseil des États, il y a un code vestimentaire très strict et très particulier et pas le même évidemment pour les hommes et les femmes. Les hommes doivent porter la cravate et les femmes ne peuvent pas avoir les épaules dénudées, ce qui est un peu particulier par les grandes chaleurs estivales que nous connaissons. Alors, à présent, il est l'heure de passer à notre séquence Qui suis-je ? Vous avez devant vous des buzzers, des balles qui font office de buzzer plutôt, et nous allons vous poser des questions. Donc, celui d'entre vous qui buzz et qui a la bonne réponse se verra attribuer un point. C'est une question pour un champion ou une championne. Qui suis-je numéro 1? Je suis une journaliste née à Saint-Gall en 1940. Devenue conseillère fédérale, je suis connue pour... C'est juste le point que vous attribuez, Madame Chassot. 40, ça va. J'ai cité le nom avant, c'était plus facile pour moi. Alors, puisque vous avez gagné le point, c'est vers vous, Madame Chassot, que je me tourne. Au sujet de la politique de la drogue, pour ou contre la légalisation de la consommation du cannabis récréatif ? Pour moi, ça dépend de la hauteur, parce qu'il faut qu'on détermine, c'est toujours une question de définition. C'est quoi le cannabis récréatif? C'est jusqu'à combien de THC? Le cas échéant, je crois qu'aujourd'hui déjà, sa consommation à un certain stade n'est déjà plus poursuivie et ça me paraît juste comme ça. Qui suis-je numéro 2? Né en 1942, je réalise des études de physique à l'EPFL. En 1978, je mets au point un procédé appelé vitrification.
Cette méthode permet d'améliorer l'observation par microscopie électronique et me vaut l'obtention d'un prix Nobel. Et Ernst quelque chose à l'EPFZ, c'est le prix Nobel. Ernst, son prénom c'est Ernst, je Non. crois, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est pas lui. C'est à l'EPFL. C'est à l'EPFL. Ouais, pas VZ. J'ai dit EP. Non. Oui, oui, non, c'est Ah. Vous n'avez pas. C'est l'autre prix Nobel, donc c'est celui qui a découvert. Ben voilà, je ne sais plus. Personne n'a la réponse. Monsieur Dubochet. C'est Monsieur Dubochet. Ah, Ouais, c'est Monsieur Dubochet. Du coup, la question est pour vous. On connaît les engagements de Jacques Dubochet en matière de protection climatique. Chez les jeunes, c'est bien sûr une question très préoccupante. Et vous souhaitez nous représenter à Berne. Pensez-vous qu'on puisse sauver la planète sans adopter la philosophie de décroissance? Et est-ce qu'une décroissance vous fait-elle peur, personnellement? Je pense que personne ne peut répondre à la question de savoir si on peut l'atteindre ou pas. En tout cas, on doit la viser. J'aime bien travailler avec des utopies. Ça nous donne un objectif qui est clair, même si, et puis qui est le pendant de ce que je disais avant. Je parlais avant de ténacité, parce que les obstacles sur la route, ils seront déjà suffisamment assez grands. Donc, moi, j'ai pour habitude de me poser des objectifs ambitieux, mais en étant réaliste sur la difficulté de les atteindre. Très bien. Alors, on passe au qui suis-je numéro 3. Je suis née à Bienne en 1955. Orphelin à l'âge de 7 ans, je grandis en Valais et deviens médecin. Je travaille de 1988 à 2002 pour le CICR, que je quitte pour rejoindre le FSP. Je vis malheureusement mon heure de gloire en 2020 lors de la pandémie, notamment lorsque je plonge dans l'art tout habillé. Monsieur Koch. Exactement, oui. Donc, du coup, Ah oui, nous, ouais. pour vous, à nouveau, le point. Donc, si on vous parle de Daniel Koch, c'est que l'on va vous parler Covid-19. Donc, on se demande, comme d'ailleurs une personne nous suivant sur Instagram qui nous a posé aussi la question, est-ce que vous êtes pour ou contre l'extension du certificat Covid, notamment dans le milieu universitaire? Alors, je suis intimement persuadé que l'extension de la vaccination sur une base volontaire est le seul moyen pour nous de sortir définitivement de cette pandémie. Comme on ne veut pas aller dans le sens d'une vaccination obligatoire, les moyens incitatifs sont les mieux et le plus adaptés aussi à notre mode de vie en Suisse. Et pour moi, l'extension du certificat fait partie effectivement de ces moyens que je salue. Par contre, je l'ai déjà dit, pour ma part, je pense qu'au niveau du remboursement des tests, on devrait être plus généreux encore pendant un moment de transition, le temps que les gens qui doivent faire encore leur réflexion et leur vaccination puissent le faire. Donc, le public a pu préparer des questions pour ceux qui le voulaient. Donc, je propose, s'il y a déjà des volontaires qui veulent commencer à poser des questions, manifestez-vous. Alors, une question qui m'intéresse personnellement. Dans nos collèges, les professeurs ils nous parlent parfois de la volonté de certaines universités de mettre en place des examens d'entrée. En tant que parlementaire fédéral, pensez-vous que la maturité doit demeurer un sésame de libre accès aux études supérieures? Si je peux me permettre, je vais y répondre vraiment très volontiers parce que j'ai présidé la conférence des directeurs de l'instruction publique pendant 7 ans, qui est donc la conférence qui réunit tous les conseillers d'État en charge de l'éducation. Et le règlement sur la maturité, il n'est pas seulement fédéral, il doit aussi être adopté par les cantons. Et je me suis toujours opposée, j'ai eu même des mots parfois avec les présidents des écoles polytechniques à ce sujet. Je rappelais que nous avons un taux de maturité national d'environ 20% et que ceux qui réussissent la maturité ont déjà un parcours scolaire remarquable derrière eux également, et qu'imposer des examens d'entrée reviendrait à abaisser ou à ne pas reconnaître le niveau de la maturité. De ce point de vue-là, je suis totalement opposée à un examen d'entrée dans les universités et les écoles polytechniques fédérales. Je partage à 100% cet avis. D'autres questions? Donc, vous êtes tous deux prononcés en faveur du mariage pour tous dans le cadre d'un débat vous opposant. Comme cette loi ne se prononce pas sur la gestation pour autrui, quelle est votre opinion à ce propos et pourquoi? Je commence. Alors, je suis pour aussi. Si j'avais été au Parlement, j'aurais
j'aurais voté également pour la gestation pour autrui. C'est le corollaire de ce que je disais avant quand je parlais de l'égalité en disant l'égalité c'est un principe qui doit être universel, qu'on ne peut pas commencer à saucissonner, puis en dire bon, vous êtes en partie égaux. Et donc l'égalité pour moi, ça veut dire traiter de la même manière des choses qui sont semblables. Si on dit effectivement qu'on veut traiter les couples homosexuels de la même manière que les couples hétérosexuels, les couples de même genre, la même chose que les couples hétérosexuels, ça veut dire effectivement qu'on doit offrir aussi cette possibilité-là. Après, c'est une autre question, ça serait une autre question, si un jour le pays décidait de réouvrir la question de la gestation pour autrui et puis de poser la question. Mais du moment où effectivement elle est ouverte à une catégorie de couples, il faut l'étendre à l'ensemble. Je pense aussi, puis peut-être un dernier point, je pense aussi qu'en termes de bien de l'enfant, le fait de savoir, d'avoir l'assurance qu'il y a 2 parents dès la naissance, alors évidemment c'est des cas qui sont rares, mais si tout à coup il y a un des parents qui décède, le fait de savoir qu'il y a la filiation, elle existe pour l'autre, en termes de sécurité, pour donner que cet exemple un peu extrême, mais évidemment qui montre toute la palette de la nécessité d'avoir 2 parents dès le départ. Si vous avez lu les débats, et je sais que vous l'avez vu, vous avez constaté que j'avais déjà une vraie réticence pour la procréation médicalement assistée et l'accès à la PMA dans le cadre du mariage pour tous. J'ai travaillé, ça a été dit au début aussi, au département fédéral de justice et police, et j'avais accompagné avec le conseiller fédéral Colère toute la loi sur la procréation médicalement assistée. Nous avions eu de grosses discussions aussi éthiques sur un certain nombre de questions. Ce qui m'a frappé dans la discussion, c'est un tout petit peu la manière dont est considéré l'enfant. On a droit à un enfant qui devient, disons, c'est un objet de désir, l'enfant, mais l'enfant n'est jamais un objet en tant que tel. Mais c'est pour ça que pour moi, j'avais une vraie réticence à ce sujet. Cela étant, et je l'ai dit, ça n'est pas une réticence suffisante pour justifier du tout un non. Au contraire, je pars de l'idée qu'il faut maintenant voter oui au mariage pour tous. Il est temps que l'on mette fin aux discriminations qui existent dans tous les autres domaines en particulier. Mais pour moi, la ligne rouge, et c'était votre question, c'est la GPA. Pour moi, la GPA, je ne peux pas, disons, je ne pourrais jamais la voter, je le dis comme ça, parce que pour moi, c'est vraiment faire de l'enfant un objet qu'une personne porte pour un couple, alors que la vraie question, elle est plutôt aussi celle de l'accueil d'un enfant dans un couple qui peut passer également par l'adoption ou d'autres éléments. Mais c'est des questions dont je suis consciente qu'elles ont une dimension intime et éthique également, mais je crois qu'on est aussi là parce qu'on a des convictions. Il y a d'autres questions ? Alors, début 2021, le public suisse prenait conscience que l'armée effectuait des exercices de tir par avion et laissait au fond du lac de Neuchâtel des tonnes de munitions. Pensez-vous que cette situation soit acceptable et que la nécessité de défendre les frontières soit une raison au-dessus de toute autre? Je vais d'abord laisser celui qui a fait du service. Ça fait partie des nouvelles qui m'ont surprise quand j'ai eu connaissance de ça. J'ai eu beau... Alors, j'ai pas lu tous les articles qui sont sortis sur la question, mais j'ai beau lire, j'ai jamais trouvé une raison suffisante pour justifier pour moi cette démarche-là, donc non, je la comprends pas. Si vous posez la question, je pense que disons, le peuple suisse a décidé d'avoir une armée, de garder une armée. On a voté à plusieurs reprises là-dessus. On a voté à plusieurs reprises aussi sur la question de l'importance d'avoir aussi, de ce point de vue-là, une armée de l'air. Donc, des exercices doivent être faits. La question, c'est qu'aujourd'hui, je crois, et nous le savons tous, qu'on peut exercer aussi d'autres manières qu'en tir réel et direct, et encore moins dans les éléments. Moi, je suis très attachée à la protection de la nature aussi et du paysage, et je ne trouve pas que ce soit une excellente idée de lancer ça dans les lacs, et surtout après, disons, à quel type d'exercice et surtout pour quel objectif en particulier. En même temps, je veux aussi le dire, parce que je crois qu'il ne faut pas non plus être hypocrite en disant on ne s'exerce pas ici, mais alors on peut aller s'exercer à l'étranger. Et puis notre armée de l'air va s'exercer en Norvège, dans les fjords ou encore ailleurs. Je ne trouve pas non plus que ce soit une bonne idée. La vie politique suisse souffre du manque de participation des jeunes.
quelles seraient les propositions que vous feriez en la matière une fois élu à Berne? Le premier élément que je souhaite dire, c'est que moi, je suis très attachée aussi à la question de ne pas non plus tout centraliser et tout penser que Berne sait exactement tout comment faire. Je crois qu'il y a un vrai rôle encore pour les cantons, en particulier sur les questions de participation politique et de propositions que l'on peut faire. Et j'attends, je dis aussi que notamment dans le canton de Fribourg, on améliore aussi encore la question notamment de la participation démocratique des jeunes. Il y a un conseil des jeunes, il fonctionne bien suivant aussi qui occupe, mais il y a aussi les parlements, de ce point de vue-là aussi des jeunes qu'il faut mettre en place, mais aussi, c'est aussi une question de l'éducation à la citoyenneté dans le cadre des programmes scolaires. Est-ce que je peux le dire aussi que je trouve que justement un exercice comme celui que nous faisons ce matin, le fait d'une radio qui existe depuis 10 ans, puis qui a été créée aussi pour cela, pour animer, je crois que vous faites aussi des débats sur les objets de votation fédérale et cantonale, sont des éléments importants. Cela étant, ce que moi j'ai déjà eu fait, parce que je trouve très important, j'ai accepté de fonctionner plusieurs fois comme mentor pour des jeunes qui souhaitaient s'intéresser à ce que fait une directrice ou une conseillère d'État et qui me suivaient pendant 2 ou 3 mois et m'accompagnaient de temps en temps dans le quotidien. Et je trouve que c'est une bonne manière de les associer pour leur montrer aussi le fonctionnement des institutions, mais aussi les questionnements qu'il y a. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est plutôt individuel plutôt que de devoir absolument, je ne vois pas tellement le Parlement obliger l'ensemble des membres à accepter des mentees et des choses comme ça, mais je crois qu'il y a beaucoup à faire, à aller sur le terrain aussi, à être exemplaire de ce point de vue-là. Pour ma part, je crois aussi effectivement que je crois beaucoup à la force du terrain sur cette question-là. En fait, l'idée même qui est au centre de la démocratie, c'est de dire, ben voilà, si vous êtes citoyen, ben, vous êtes autonome et c'est vous qui décidez si vous participez, quand vous participez, comment vous participez. Donc, moi, ça me semble toujours bizarre l'idée de dire non, il faut qu'une catégorie de citoyens plus, en guillemets, plus adultes viennent dire aux autres non mais vous devez plus participer ou moins participer ou plutôt comme ci ou comme ça. Donc je pense effectivement plutôt aux initiatives qui viennent de la base, celles que vous avez prises. À mon époque, il y en avait d'autres. Je sais il y a eu plein d'évolutions. L'ONU des jeunes, le Conseil des jeunes, le Parlement des jeunes, enfin, etc. Je pense que c'est à chaque époque, en fait, de prendre ces initiatives, d'en créer de nouvelles. Puis, par contre, c'est le rôle du politique, au niveau cantonal et au niveau fédéral, de créer les conditions cadres pour que ce soit possible. Et puis de soutenir le cas échéant, ça peut être financièrement quand c'est nécessaire, ça peut être logistiquement à d'autres moments, mais de soutenir, et puis évidemment symboliquement, justement, l'exemple des mentors est tout à fait ça, effectivement, d'être là pour appuyer et rendre possible les initiatives, mais elles doivent partir de la base. Dans un sondage de 2020, 47% des jeunes Suisses se disent préoccupés par le financement de leur retraite. Quelle solution prendrez-vous lorsque vous serez à Berne? Alors, j'ai déjà donné un premier élément de réponse, ce n'est pas le seul, tout à l'heure. En fait, la retraite, elle se construit pendant la vie active. Donc déjà, si on fait tout ce qu'il faut pour que pendant la vie active, les gens puissent concilier la vie familiale avec la vie professionnelle, qu'on ait l'égalité salariale dont on parlait tout à l'heure, qu'on ait justement des bonnes conditions salariales, qui a le cas échéant aussi un salaire minimum en dessous duquel on ne peut pas vivre dignement, et en plus ça se reporte au niveau de la retraite. Donc ça, je pense, c'est le premier axe sur lequel il faut travailler. Après, il y a les axes alors, qui deviennent beaucoup plus techniques, qui concernent vraiment l'AVS d'une part et le deuxième pilier d'autre part. Et là, on a déjà une partie du financement qui a été trouvée en 2019 avec la réforme de la fiscalité des entreprises qui était couplée justement avec un financement de l'AVS. On a plus ou moins 2 milliards en fait, qu'on a pu trouver là. Il manque au moins autant, une fois encore autant ça. Moi, je crois beaucoup à la possibilité de trouver ça à travers les intérêts de la Banque nationale. Ça se compte pas en milliards, pas en centaines, mais en centaines de milliards. Les avoirs qu'on a là, je pense que c'est un des éléments qu'on doit et qu'on peut creuser parce que le passé a montré que les Suisses et les Suissesses sont prêts, si c'est pour l'AVS, à apporter le financement qu'il faut. Ce
Ce qui m'a beaucoup frappé dans ce sondage que vous mentionnez, c'est effectivement l'inquiétude des jeunes pour leur avenir. Et elle est liée, je crois, à un moment aussi où toutes les réformes, notamment de la prévoyance vieillesse, échouaient. Et on n'en a pas depuis 20 ans qui ont réussi, à part la seule question de ce financement très partiel de 2 milliards qui ne couvre pas. Aujourd'hui, la première urgence, je crois qu'il faut dire aux jeunes, c'est que la politique doit s'occuper d'abord de stabiliser le système des rentes AVS pour pouvoir effectivement les servir encore. Et là, on parle d'un horizon 2030. Mais 2030, c'est demain, en fait. Les jeunes seront de loin pas encore non plus à la retraite. Donc cet élément me paraît essentiel pour qu'ensuite on puisse rediscuter aussi le mécanisme de financement de l'AVS et les modèles tels qu'ils sont financés aujourd'hui. Contrairement à Carla Alexandri, je crois moins à la Banque nationale parce que c'est lié à des intérêts négatifs. Or, c'est parce que nous avons des intérêts négatifs actuellement, mais c'est lié à une situation conjoncturelle qui pourrait ne pas durer, et la Banque nationale a un autre rôle. En revanche, ce que je pense important, parce qu'on parle toujours que de l'AVS, c'est important de parler aussi de la prévoyance professionnelle, celle-là, on la constitue tous autant qu'on est. La problématique aujourd'hui, c'est que c'est l'employeur qui constitue l'avoir vieillesse et qui, a quelque part, crée des liens. Et quand vous quittez un employeur, suivant les années de cotisation que vous avez un moins bon système. Et à mon sens, il serait temps aussi de commencer à réfléchir à une sorte d'avoir vieillesse qui vous suit, vous, et qui permettrait aussi, si vous travaillez, le cas échéant, et les questions, je les reconnais aussi totalement, l'importance du travail avec un salaire correct, mais aussi la question du travail à temps plein ou à temps partiel pour les femmes, c'est aussi un enjeu pour la prévoyance. Le cas échéant de modifier ce système du second pilier pour que l'avoir vieillesse soit plus dépendant des cotisations complètement de l'employeur, mais qu'on met ça dans un fonds qui vous suit, vous, comme vous suit votre fonds AVS. Mais ça, c'est un peu une musique d'avenir. Il y a eu un grand bond. Alain Berset a voulu proposer en 2017 vraiment un grand bond pour lier le premier et le deuxième pilier. Ça a échoué sur des questions qui concernaient à la fois la question de l'AVS et de la prévoyance professionnelle. Mais il faut remettre l'ouvrage sur le métier parce que c'est essentiel. Je dis les jeunes, mais comme nous aussi, nous devons être sûrs que ce que nous cotisons aujourd'hui, ce que nous mettons aujourd'hui en commun, puisse être aussi demain touché. Puis j'espère, parce que je le dis, c'est presque un mantra, vous m'avez peut-être aussi déjà entendu à ce sujet, j'espère surtout qu'on lèvera une dernière aussi inégalité, c'est que les couples mariés n'aient qu'une rente et demie. Ça, je trouve que c'est une vraie injustice dans ce pays. Peut-être juste un point par rapport à ce qu'a dit Mme Chassot, sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord quand elle disait que le deuxième pilier, ça nous concerne tous. Ben non, justement, précisément. Il est construit de telle manière qu'en fonction de savoir si vous avez un temps partiel ou un petit salaire et un temps partiel, respectivement, pas d'activité pendant un moment, des interruptions, vous n'avez pas ces apports suffisants. Et puis, dans le projet de 2017, il y avait une nette amélioration pour les petits salaires. Tout à fait. Et les Alors temps moi, partiels. j'ai regretté comme vous l'échec de cette prévoyance 2020. Là n'est pas l'enjeu. Je disais juste qu'effectivement, le pilier qui offre une vraie solidarité à toutes les personnes, qui offre le plus de solidarité entre les personnes, c'est le premier pilier. Donc c'est surtout par rapport à celui-là qu'on doit essayer d'obtenir l'objectif constitutionnel. Normalement, on dit les rentes, elles doivent permettre de vivre dignement dans ce pays. Pour l'instant, ce n'est pas le cas pour toute une partie des gens, et c'est surtout à travers le premier pilier de l'AVS qu'on doit essayer de le résoudre. À côté de ça, il y a aussi effectivement, je suis d'accord, des mesures complémentaires qu'on doit trouver en lien avec le deuxième pilier pour améliorer encore cette prévoyance. C'est bon. Il y a encore une question là-bas, je crois. Merci. On a déjà un tout petit peu mentionné la crise climatique. Personnellement, c'est quelque chose qui me touche assez profondément. Et j'ai vu un sondage dernièrement de la RTS qui disait que pour 50% des jeunes, c'était leur première préoccupation actuellement. Et également 75% qui se disent comme souffrant d'éco-anxiété. Et je me demandais si ces chiffres vous touchaient ou quels sont vos plans pour la crise climatique. C'était la semaine dernière. J'ai vu aussi paraître ces chiffres sur l'éco-anxiété. C'est un constat que nous partageons évidemment sur l'importance d'agir, mais d'agir de manière aussi concertée et coordonnée. La loi sur le CO2, moi je me suis battue pour qu'elle passe, elle a été rejetée par le peuple et ça nous rejette tous dans une démocratie, c'est-à-dire qu'il faut recommencer l'exercice et on va probablement perdre, je le dis vraiment
avec inquiétude quelques années maintenant. Raison pour laquelle je crois qu'il est important maintenant de prendre toutes les mesures, les unes après les autres, dans les étapes telles qu'elles sont. Ça signifie effectivement de consolider déjà ce que l'on a pour faire en sorte, je prends un exemple très concret pour vous faire comprendre les choses. Je pense que vous connaissez très bien le dossier, mais la taxe sur l'essence et le diesel, si on ne modifie pas la loi très rapidement, elle va tomber. Donc il faut la maintenir pour pouvoir au moins ces moyens-là les investir dans des mesures très concrètes. Puis après, le deuxième élément, il faut absolument maintenant prévoir des soutiens directs, puisqu'on ne pourra pas passer par les taxes, elles ont été rejetées, pour faciliter les changements les plus grands, ce qu'on appelle les Treiber en allemand, ceux qui provoquent le plus de pollution, ce sont les chauffages, en particulier aussi dans les domiciles, c'est la question de la mobilité aussi, pour passer à la mobilité électrique. Je pense qu'il y a des mesures que l'on peut tous prendre aussi en passant par un stade intermédiaire sur l'hybride. Et puis après, il y a des enjeux qui sont aussi, je dis aussi un petit peu individuels, de nos manières de changer nos vies. Et là, il y a une question vraiment aussi de responsabilité individuelle, de responsabilisation aussi. On sent les jeunes très impliqués là-dessus. Moi, je me réjouis des discussions que vous avez à la table familiale, dans le fait de faire changer aussi un certain nombre d'habitudes qui vont jusqu'à la gestion des déchets, à la question du type de chauffage que vous avez à la maison, au soutien que l'on peut obtenir dans ce cadre-là aussi. Mais on ne changera pas d'un coup de baguette magique avec les droits populaires en annexe, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va être touché par ces mesures, donc il faut trouver un fin équilibre. Et je suis désolée de le dire que ça ne se fera pas dans l'urgence, parce que le Parlement ne travaillera pas de cette manière-là dans une urgence totale. Et il faut aussi, de ce point de vue-là, que vous vous impliquiez. Et je me permets de dire une dernière chose, parce que comme ça je l'aurais dit, vous verrez, en général je dis disons, les choses comme je vois. Le Parlement a pris les mesures dans la loi sur le CO2 parce que vous êtes descendus dans la rue, les jeunes. C'était important de le faire. Mais l'avis de la rue n'a pas été à la fin l'avis de la population. Donc il a manqué le dernier chaînon, qui est celui de la conviction aussi de ceux qui vont voter aujourd'hui. Et ce chaînon-là, il faut absolument, donc c'est pour ça qu'il faut aussi le prendre en compte, et il faut effectivement un travail de conviction que vous pouvez faire et devez faire aussi. Pour ma part, j'ai une analyse un tout petit peu différente que celle que vient de faire Mme Chassot par rapport à la question de la rue. Je ne pense pas tellement que l'enjeu, c'est de savoir si la rue correspond aux urnes. On sait qu'effectivement, il y a eu une partie justement des gens qui étaient dans la rue qui ont voté contre la loi. Moi, je reste plutôt d'avis qu'effectivement, c'est probablement les petits bouts de pourcent qui nous a manqué. Mais l'essentiel, en fait, du problème, on l'a vu dans l'analyse aussi des chiffres du 13 juin, c'est ce clivage ville-campagne. Et là aussi, il y a une crainte qui se cache, et je pense que c'est vraiment notre responsabilité d'entendre, d'écouter cette crainte. Pour moi, j'ai l'impression que cette crainte, elle vient simplement, non pas d'une volonté de dire on ne veut pas faire de changement, mais qui vient d'une partie de la population qui s'est dit mais moi, je n'ai pas d'alternative à la voiture, ou je n'ai pas de vraie alternative à la voiture. Et je pense qu'une manière à la fois de répondre à cette crainte-là et d'œuvrer pour le climat, c'est pour moi, ça passe par une vraie offensive en termes de mobilité. On a eu, dans la législature qui est en train de se terminer, à Fribourg, une offensive mobilité qui est en train d'être créée pour le Grand Fribourg, la fusion dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez que le canton a été d'accord de mettre 100 millions sur la table pour financer notamment des programmes de mobilité si la fusion se fait. C'est très bien, mais ça va concerner le centre cantonal, l'agglomération. Il faut pouvoir donner le même type de perspective aussi aux zones plus périphériques. D'une part, comme je l'ai dit, parce que ça contribue à travers la mobilité à l'objectif de transition énergétique qu'on doit faire, mais ça contribue aussi psychologiquement à convaincre l'ensemble de la population suisse qu'il n'y aura pas des laissés pour compte du développement. Et puis l'autre élément qui me semble très important, et ça m'agace toujours un tout petit peu depuis quelques années, je trouve que dans ce pays, on a un tout petit peu perdu l'habitude d'abattre nos atouts de la bonne manière en termes d'innovation. On parlait avant justement de la formation. On a un pays avec un taux de PME, d'entreprise, de haute école et une qualité de formation qui est extraordinaire. Pour moi, il y aurait un boulevard
pour devenir leader de la transition énergétique, alors soit par conviction écologique, mais aussi par pragmatisme économique, de dire mais non, il y a vraiment, cette transition, elle va avoir lieu, et elle va avoir lieu au niveau planétaire, et plus vite on est positionné, plus vite on crée aussi un marché intérieur au niveau de la Suisse, mieux ce sera pour le moyen et long terme. On va visionner des micro-trottoirs, enfin je devrais dire plutôt des micro-couloirs qui ont été réalisés ici à Gambard auprès des jeunes élèves germanophones. Voilà. Germanophone. Haben Sie diese zwei Leute schon mal in den Medien gesehen in letzter Zeit? Nicht in den Medien, aber als Plakate. Da auf dieser Straße da, oder? Ja. Haben Sie diese zwei Leute schon mal gesehen? Ja, also so auf Plakaten oder so. Kennen Sie diese zwei Leute? Oder haben Sie sie schon mal an einem Ort gesehen? Ja, am Bahnhof auf einem Plakat. Welcher Partei würden Sie sie zuordnen? Keine Ahnung. Sagt euch diese Person etwas? Ja. Nein. Und was genau? Er ist auf den Plakaten beim Bahnhof. Und diese Frau hier? Die sagt mir einfach nichts. Also ja, mal. Doch, das sind die neuen Ständeräte von Freiburg Möglichkeitenwahlen. Wenn du einen Ratschlag mit ins Bundeshaus geben dürftest, welcher wäre das? Sie sollen mehr versuchen, alle zu verstehen und sich nicht nur auf etwas konzentrieren. Hast du sonst noch eine Frage an eine der zwei? Was so ihre Ziele sind. Sonst noch, wie sie über ein bestimmtes Thema denken? Wie sie darüber denken, die Jugend besser einzubeziehen, zum Beispiel in der Sache mit Corona. Wenn du einen Ratschlag mit ins Bundeshaus geben dürftest, welcher wäre das? Ihr müsstet mehr auf die Jugend achten, weil es ist ihre Zukunft. Hast du sonst noch eine Frage an einer der zwei? Ich würde wissen, was sie ändern wollen und was ihre neuen Ideen sind. Alors voilà, on le voit bien, votre notoriété du côté germanophone pourrait se travailler un peu comparée à celle francophone actuellement. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce qui manquerait à faire encore de ce côté-là? Refaire la même mission en allemand. C'est intéressant pour moi parce que j'ai renoncé aussi pour des motifs de durabilité, d'écologie, à mettre des panneaux partout le long des routes. C'était pour moi une des mesures, je crois, aujourd'hui dans le changement de temps que nous vivons qui me paraissait important. Si je constate qu'on est quand même sensible à cela, je me dis que peut-être ça n'était pas la décision complètement adéquate, nous le verrons. Je crois que ce qu'il faut essayer de faire, c'est effectivement se mettre à disposition aussi, et c'est pour ça que aussi, on l'a fait très volontiers de le faire dans cette école aussi, pour aussi que les jeunes, d'abord, indépendamment du choix qu'ils font, je crois qu'Alex Ridori sera d'accord avec moi, qu'ils aillent voter. Qu'ils aillent aux urnes le 26 septembre, parce que je trouve très important aussi qu'ils s'expriment, parce qu'on sait que le taux de participation de la jeunesse est moins élevé que celui, disons, à partir de 35 ans, 40 ans. Et si vous voulez que les choses changent, il faut aussi pouvoir aller voter et exercer ce droit. Plusieurs ont dit, oui, on ne sait même pas si on va aller voter. Oui, non, il faut aller voter, c'est important. Merci d'aller voter. Vous êtes sûr de pouvoir quand même représenter cette partie-là de la population? Mais écoutez, moi je pars de l'idée qu'on est appelé à représenter l'ensemble des Fribourgeois et des Fribourgeoises, et j'espère aussi que l'on nous reconnaîtra aussi cette possibilité de reconnaître, disons, de représenter aussi les jeunes, comme nous représenterons les aînés, comme nous représenterons les alémaniques, les romans, comme l'ensemble des générations. C'est notre rôle, oui, et notre mission. Il faudra trouver les bons canaux, mais moi j'estime les avoir également. Oui, alors je partage effectivement cette vue. L'objectif, respectivement, notre rôle, ce sera d'incarner l'ensemble de la population fribourgeoise. Alors je pense à toutes les régions, je pense à toutes les sensibilités politiques, mais aussi toutes les générations. On devrait avoir d'ici la fin de l'année une communication du Conseil d'État qui travaille actuellement à un plan relance pour la jeunesse, en lien justement avec le Covid. Avec la conférence des préfets, on a participé justement aux réflexions autour de ce plan de relance jeunesse.
De mon côté, au niveau de la Sarine, on a fait aussi ce printemps des assises de la vie nocturne pour préparer justement la réouverture des lieux publics la nuit. Ça fait partie justement de ces conditions cadres dont je parlais tout à l'heure, mais ça ne remplacera jamais le fait que les gens participent eux-mêmes. Et donc j'en appelle aussi, comme Mme Chassot, à ce qu'ils se déplacent le plus possible aux urnes le 26. Alors, merci beaucoup encore à Isabelle Chassot et Karl-Alex Ridoré d'avoir accepté cette invitation ici à Radio Gambard. Et je rappelle que l'un d'eux sera élu le 26 septembre, voilà, pour remplacer M. Christian Levrat, donc votez. Et on vous rappelle aussi que les votations pour élire le ou la remplaçante de Christian Levrat au Conseil des États ont lieu le 26 septembre. Voilà. En un tour, puisque nous ne sommes que 2 candidats. Je parlais dès que vous avez expliqué le système majoritaire. Très bien, parfait. Merci pour votre accueil.